Bonsoir à tous, bonsoir aux adhérents présents à cette réunion en ligne webinaire consacrée au thème de la responsabilité sociétale des entreprises, qui est mieux connu sous le nom du RSE. Je me présente, je suis Olivier Gonzalez, je suis en charge du marketing chez Synertiel. Et donc, pour vous proposer ce thème ce soir, on est parti du principe que votre marché est aujourd'hui compliqué. Vous êtes confronté à un manque de main-d'œuvre qualifiée, une pénurie des matériaux, une hausse tarifaire également de ces matériaux. Et il nous semblait opportun de vous présenter une démarche qui est peut-être adaptée à votre entreprise, qui en tout cas fait sens aujourd'hui dans ce marché pour vous permettre de renforcer votre attractivité, améliorer aussi vos recrutements, réinventer peut-être certaines démarches pour faire des économies. Alors, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. Je vais laisser la main aujourd'hui à un expert qui nous accompagne, qui est M. Titouan Frétinier de la société COSOP. Bonsoir, Titouan. Bonsoir. Alors, Titouan, est-ce que je peux te laisser la main pour te présenter rapidement ton entreprise? Pas de souci. Alors, je vais peut-être partager la présentation. C'est parfait, on voit bien. OK, super. Donc, bonjour à tous. Alors, pour me présenter, je m'appelle Titouan Frétinier. Je suis consultant chez une société qui s'appelle COSOP, qui est une société de conseil en RSE, en climat et en HSE. Alors, pour me présenter rapidement, je suis consultant depuis à peu près 1 an au sein de cette entreprise. On a l'habitude de réaliser des missions d'accompagnement des entreprises, que ce soit en termes de RSE, en termes de diagnostic RSE et d'accompagnement à des stratégies RSE un peu plus poussées. Pareil pour le climat, on a l'habitude de faire des bilans carbone et des stratégies climat. Et puis également, on a l'habitude d'accompagner les entreprises dans tout ce qui va être certification à certains systèmes de management plutôt vers l'énergie, la sécurité ou l'environnement. Voilà, donc on a un large volet d'activités concernant la RSE. Alors la RSE, tu vas nous parler de la RSE, bien sûr. RSE adaptée à toutes les entreprises, toute taille, ça c'est important, et surtout le secteur du BTP. Exactement. L'idée, c'est vraiment de rentrer un peu dans le vif du sujet de votre secteur, de présenter dans un premier temps ce que c'est que la RSE, justement, et puis comment l'appliquer concrètement à votre entreprise de BTP, et puis derrière, quels peuvent être les avantages pour vous de mettre en place des actions RSE ou des plans d'action RSE. Très bien. Je vais juste rappeler aux adhérents qu'ils ont toujours la possibilité de réagir, de poser des questions. Vous avez en bas de votre écran une petite bulle qui vous permet de poser des questions. Ce que je vous propose, c'est de vraiment pas hésiter. Si la question est en relation avec ce qu'est en train de dire Titouan, on posera la question en direct. Et sinon, on entendra la fin de la présentation. Mais toutes les questions seront bien sûr posées. N'hésitez pas. Très bien. Alors, je commence. Allez, go. Allez, go. Donc, dans un premier temps, il s'agit peut-être de définir ce qu'est la RSE. Alors, la RSE, c'est la responsabilité sociale des entreprises. Alors, on peut également dire la responsabilité sociétale des entreprises. On dit un petit peu comme on veut sur ce point-là. Donc, ça se définit concrètement comme un concept par lequel les entreprises vont intégrer de manière volontaire et non pas de manière forcée les préoccupations sociales, environnementales, éthiques, économiques et sociétales dans leurs activités économiques. Donc, dit en d'autres termes ici, ça va être la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société. Alors, elle s'applique probablement selon 3 piliers principaux, même si on pense en général en premier à l'environnement lorsque l'on parle de RSE. Ça prend en compte également le pilier du social qui va correspondre à tout ce que l'entreprise va mettre en place comme action responsable en interne, donc pour ses collaborateurs, pour ses équipes, en termes de sécurité, en termes de bien-être au travail, etc. Puis également, ça va s'appliquer au côté sociétal, au côté économique, qui va correspondre à tout ce que l'entreprise peut mettre en œuvre à l'extérieur de son entreprise, en dehors de ses activités propres. Par exemple, ça peut être les relations qu'elle va avoir avec ses clients,
les relations qu'elle va tisser par le biais de ses contrats ou les actions encore plus extérieures, par exemple les actions que va mettre l'entreprise en œuvre vis-à-vis du territoire, vis-à-vis des communautés locales, vis-à-vis des riverains et puis des partenaires dans le sens général. Et puis enfin, vous allez avoir ce troisième pilier qui est le pilier de l'environnement, un des piliers peut-être dont on parle le plus en ce moment, qui va correspondre de manière générale à tout ce que vous, en tant qu'entreprise, vous allez avoir comme impact, qu'il soit positif ou qu'il soit négatif, en espérant qu'il soit positif, sur l'environnement dans son sens général. Alors, en parlant de dérèglement climatique, en parlant de pollution, de rejet de vos déchets, de la préservation de la biodiversité ou encore de l'usage des matériaux et de la renouvelabilité des ressources. Voilà. Alors, pourquoi la RSE? La RSE, simplement pour donner une raison à cette RSE à l'international, ça se développe pour atteindre certains objectifs. Ces objectifs, ce sont les couramment admis comme les objectifs de développement durable qui ont été définis par l'ONU en 2015. L'idée étant d'arriver à un monde durable en 2050. C'est l'ensemble des pays de l'ONU qui ont signé ça, qui ont signé ces objectifs qui sont tous un peu interdépendants, qui dépendent tous un petit peu des uns des autres, pour 2050, pour arriver à un monde durable. Alors, l'idée de la RSE, ça va être la contribution des entreprises à ces objectifs de développement durable. Alors, concernant le BTP, vous voyez qu'il y a il y a énormément de sujets. Concernant le BTP, il y en a peut-être 3 qui vont se démarquer un petit peu, dans lequel le secteur du bâtiment, votre secteur va se différencier et va vraiment avoir un levier d'action important par rapport aux autres objectifs. Alors, on peut citer le numéro 7, qui va être celui d'une énergie propre à un coût abordable. Ici, ça va prendre en compte tout ce que les entreprises vont pouvoir faire au niveau de l'efficacité énergétique des bâtiments neufs, de la rénovation thermique, de la production d'énergie renouvelable. Donc ici, vous avez un énorme rôle à jouer pour ce secteur-ci. Pareil pour le numéro 11, que vous voyez en orange sur les villes et communautés durables, qui va correspondre un petit peu à l'adaptation, à l'urbanisme local, aux infrastructures durables et puis à la résilience face aux catastrophes. Et enfin, peut-être un petit peu moins intuitif, celui qui va concerner les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, pour lesquels le secteur du bâtiment est un secteur primordial, puisque c'est là qu'on va retrouver toutes les adaptations aux aléas climatiques, par exemple les adaptations des infrastructures, les adaptations des bâtiments aux aléas climatiques comme les vagues de chaleur, comme la canicule de l'été dernier, aux matières qu'on va utiliser, etc., etc. Alors, simplement, pour commencer, je voulais m'attarder sur le pilier social qui va correspondre grosso modo aux relations et conditions de travail qu'il y a en entreprise. Aujourd'hui, c'est un pilier qui est très important, notamment pour le recrutement pour les entreprises et puis pour se donner une image positive pour ses partenaires dans leur ensemble. Alors on va se baser ici sur 3 notions principales. La notion de sécurité physique, la notion de sécurité psychologique ou de santé mentale le bien-être au travail. Donc, ces 3 facteurs qui vont être souvent très liés et qui vont correspondre à des leviers d'action importants pour les entreprises du BTP. Par exemple, pour la sécurité, l'aspect sécurité physique, vous avez l'aspect de sécurité physique dans le monde du BTP, c'est quelque chose qui est très important. C'est un métier qui est soumis à de nombreux risques, notamment des risques d'accident, de manutention, des risques de chute de hauteur. Et l'idée pour renforcer l'aspect RSE de son entreprise, pour renforcer sa responsabilité, ça va être tout d'abord, concernant son entreprise, le renforcement du contrôle de la sécurité et des conditions de travail en interne. Donc, ça va passer par la vérification des ports des EPI, des choses un peu toutes bêtes, mais comme le respect des consignes de sécurité, mettre en place peut-être des procédures, mettre en place des systèmes de vérification, que tout le monde respecte les consignes, de mettre à jour peut-être régulièrement votre document unique, donc qui va passer en revue l'ensemble
de votre activité, des risques qui vont être liés à votre activité, et puis de pouvoir mettre en place des systèmes, des procédures pour y faire face. On a aussi l'idée de troubles musculo-squelettiques, qui peut être quelque chose de très important pour vos entreprises. Les troubles musculo-squelettiques, c'est tout ce qui va être lié aux douleurs chroniques, liées à la répétition de charges lourdes, la répétition de mouvements qui vont attaquer vos articulations, vos muscles. Alors peut-être pas en un coup, mais par répétition. C'est en général ces choses-là qui font qu'à 40 ans, vous avez peut-être les genoux en compote ou les poignets ou mal aux poignets. Et les TMS, aujourd'hui, ça représente à peu près 87% des arrêts de travail, en tout cas selon la caisse de prévoyance d'assurance maladie. Et donc, c'est quelque chose dont il est assez facile de mettre en place des actions RSE et derrière de communiquer dessus. C'est quelque chose qu'il faut être très vigilant. Par exemple, il est possible, il est possible de mettre en place des actions. Ça peut aller de quelque chose de très poussé comme donner des aides mécaniques pour vos salariés, peut-être donner des exosquelettes. Parfois, il y a des entreprises qui font ça pour la manipulation d'objets lourds ou pour la répétition de tâches. Ou encore, ça peut être tout simplement par mettre en place un système de pause, un système d'étirement un peu plus régulier, le fait de parfois, pourquoi pas, tourner sur les postes lorsqu'il y a des tâches répétitives. Donc voilà, prévenir tout cet aspect physique, cet aspect sécurité physique, c'est un des points essentiels pour une action, pour une entreprise responsable. Le deuxième point, c'est celui de la sécurité mentale, la sécurité, tout ce qui va tourner autour de ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Donc, tout ce qui va potentiellement causer à vos collaborateurs du stress, de l'anxiété, tout ce qui va être dépression, tout ce qui va être burn-out, et pourquoi pas dans le pire des cas, ça peut aller jusqu'au suicide. Tous ces mal-être-là qu'on peut retrouver en entreprise, l'idée, ça va être d'y être extrêmement vigilant et de mettre en place également, là encore, des processus pour y faire face. Alors, ça peut être de lutter contre les mauvaises ambiances au travail, par exemple par des codes de conduite, la formalisation d'un code de conduite pour aider les personnes à se comporter, avec peut-être des procédures de signalement, des procédures de sanctions et des procédures de contrôle également de ce qui peut se passer en entreprise. Ça peut également passer par une charte de management pour vos chefs d'équipe, pour améliorer leurs relations qu'ils ont avec leurs équipes. Et puis, ça va passer également contre prévention et lutte contre tout ce qui va s'agir de harcèlement, qu'il soit moral, qu'il soit sexuel, sur l'entreprise. Ça va être également peut-être d'encourager l'évolution, enfin de permettre en tout cas l'évolution des compétences de vos collaborateurs au sein de l'entreprise afin qu'ils puissent s'épanouir, afin qu'ils puissent avoir une vision un peu plus globale, mais une vision des perspectives d'avenir en tout cas, et qu'ils puissent vraiment s'épanouir dans votre entreprise. L'idée, en fait, globalement de tout ça, l'idée primordiale, ça va être de favoriser le dialogue en entreprise. Comment favoriser le dialogue? Ça va être de peut-être régulièrement proposer des entretiens avec vos collaborateurs ou proposer des systèmes pour leur donner la parole, pour faciliter le reporting de problèmes quels qu'ils soient au sein de votre entreprise. Et puis, ça va être, et je finirai là-dessus pour les enjeux, ça va être également de se soucier des droits de l'homme, des droits humains en termes généraux. Donc, alors, évidemment, ça va être de faire attention à toute forme de discrimination en entreprise, de toute forme, qu'elle soit genrée, qu'elle soit de couleur de peau, qu'elle soit de conviction politique, de conviction religieuse, etc., donc, au sein de l'entreprise, aussi bien sur le lieu de travail qu'à l'embauche. Ça va être évidemment de ne pas faire travailler, de faire attention à ne pas faire travailler de personnel dans l'illégalité, mais ça va être également de faire attention à cet aspect-là ou ces aspects de droits humains, non pas seulement sur votre entreprise, mais également sur vos partenaires, vos fournisseurs. C'est-à-dire peut-être faire attention, être vigilant à ne pas peut-être
collaborer avec des entreprises qui vont vous fournir des matériaux en ayant fait travailler peut-être des enfants illégalement au Bangladesh. Je dis ça, voilà, c'est simplement à titre d'exemple, mais c'est vraiment avoir une vigilance pour son entreprise, avoir une vigilance sur les autres entreprises. Et tout ça, c'est des actions qui peuvent être derrière mises en avant et valorisées pour votre entreprise. Alors, quels sont les avantages, au-delà de l'aspect éthique, d'insister sur l'aspect social en entreprise, notamment en entreprise de BTP? Tout d'abord, ça va vous donner des meilleures performances économiques. Alors, pourquoi ça va vous donner des meilleures performances économiques? En fait, le fait de améliorer le bien-être de vos équipes, le fait que vos équipes, vos collaborateurs se sentent bien dans votre entreprise, ils vont être derrière beaucoup plus motivés, beaucoup plus performants, beaucoup plus efficaces sur le terrain et vous allez avoir tout de suite derrière des retombées économiques si vous avez mis en place des procédures efficaces, notamment de prévention des risques, de risques psychosociaux et de risques en termes de sécurité. Ça va être aussi également favoriser l'esprit d'équipe en même temps que favoriser le bien-être. Alors, favoriser l'esprit d'équipe, on ne vous demande pas des choses, on ne vous demande pas de faire des énormes team building, mais simplement peut-être de boire un verre avec son équipe après le travail, de faire ça peut-être régulièrement. C'est quelque chose qui est super pour favoriser l'esprit d'équipe et derrière, sur les performances de l'entreprise, ça se retrouve à chaque fois. Enfin, vous allez avoir la maîtrise des risques. Évidemment, si vous avez mis en place des procédures pour mieux gérer votre sécurité en entreprise, vous allez réduire vos accidents de travail et donc le coût qui va être lié aux accidents de travail, aux arrêts de travail et à tous ces risques-là. Et puis enfin, valoriser les collaborateurs au sein de son entreprise et puis montrer qu'il y a une bonne ambiance de travail, qu'il y a du bien-être, qu'il n'y a pas beaucoup d'accidents. Si vous le montrez sur votre site internet, peut-être sur les réseaux sociaux, vous allez complètement développer votre marque employeur. Vous allez accroître vos capacités de recrutement. Un salarié qui se sent bien dans son travail, ça va être quelqu'un qui va parler de vous positivement, qui va parler peut-être personne de son école à vous en bien. Et vous allez accroître votre capacité de recrutement sur ces sujets-là. Alors, avant de passer à l'environnement, peut-être, est-ce qu'il y avait des questions sur tout cet aspect social, cet aspect sécurité, risques psychosociaux et bien-être au travail? Je n'ai pas de questions, je vais juste faire le lien un petit peu avec notre marché. C'est vrai qu'on est sur un marché tendu en termes de recrutement. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise ont du mal à trouver du personnel qualifié. Et ce que vous venez d'évoquer, la RSE est une façon, en tout cas, à la fois de fidéliser ses collaborateurs, donc déjà de ne pas perdre ceux qu'on a déjà en place et qui sont de qualité, parce qu'on prend soin d'eux, on fait attention à eux par la maîtrise des risques, par une bonne ambiance au travail. Et puis, quand on communique sur cette démarche-là vers l'extérieur, effectivement, ça permet à la fois de se différencier d'autres entreprises du marché qui sont concurrentes à la vôtre et de montrer à des salariés potentiels qu'il fait bon vivre dans votre entreprise. Et c'est une façon aussi aujourd'hui de recruter. Les salariés sont de plus en plus sensibles aux problématiques sociales, aux problématiques environnementales. Bien sûr, les premiers motifs de recrutement qui sont le salaire, enfin, la situation, la qualité de vie en entreprise reste importante, mais aujourd'hui, on ne fait plus attention qu'à ça. Et le fait d'avoir cette démarche ou quelques pratiques, quelques bonnes actions à mettre en place en entreprise pour montrer à l'extérieur, à des candidats potentiels que vous êtes attentifs à tout ça, va vous permettre de vous différencier et potentiellement mieux recruter. Voilà, c'était juste pour faire le lien avec la problématique marché. Exactement, merci. Alors, s'il n'y a pas de nouvelles questions, on va peut-être partir sur le second pilier, qui est celui de la préservation de l'environnement. Alors, lorsqu'on parle de préservation de l'environnement, comme l'a dit M. Gonzalez, c'est également un enjeu fort en ce moment pour le secteur du BTP. On va parler en fait de 4 thématiques principales.
on va parler du dérèglement climatique, de l'utilisation des ressources, de la prévention de la pollution, des rejets, etc. Et puis de la protection de la biodiversité et de l'environnement en termes généraux. Alors, l'idée, ça va être l'un des sujets les plus importants aujourd'hui sur les marchés, c'est celui de la transition bas carbone et donc du dérèglement climatique. Alors, le dérèglement climatique, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui a lieu couramment et en fait, c'est quelque chose qui est provoqué par les gaz à effet de serre. Alors, les gaz à effet de serre, toutes nos activités, toutes vos activités, elles en émettent. Typiquement, sur rien que le fait de faire cette visio-là, ça émet déjà des gaz à effet de serre. Que ce soit sur un chantier, que ce soit dans votre activité, tous les matériaux que vous allez utiliser auront émis des gaz à effet de serre. Toutes les énergies que vous allez utiliser pour être produites auront émis des gaz à effet de serre. Tout ce qui va être lié à votre transport, tout ce qui va être lié à vos déplacements professionnels ou simplement le fait de se rendre à son travail, c'est des postes d'émissions de gaz à effet de serre qui sont très importants. Alors l'idée, comme on ne va pas tous les faire, l'idée, ça va être de réduire les impacts climatiques les plus importants pour votre entreprise en analysant surtout les 3 principaux postes qui vont être celui de l'énergie, du transport et puis des matériaux dans le monde du BTP. Alors, lorsqu'on parle de réduire son impact énergétique, son impact environnemental lié à l'énergie, on va parler en 3 notions spécifiques. On va parler du renouvelable, on va parler d'efficacité et on va parler de sobriété. L'idée du renouvelable, comme son nom l'indique, c'est de réduire sa dépendance aux énergies fossiles et donc d'utiliser des énergies renouvelables dans sa chaîne de valeur pour ses activités. D'une manière très simple, ça peut aller d'installer des panneaux solaires sur ses bureaux, par exemple, ou ça peut être tout simplement de souscrire à des contrats d'énergie renouvelable. En termes d'efficacité, et ça vous êtes en plein dedans, ça va être l'idée de produire, de consommer d'une manière optimale, c'est-à-dire sans changer vos besoins énergétiques, sans changer vos consommations telles quelles en termes d'énergie, de réduire vos consommations énergétiques. Sans changer vos besoins, pardon, sans changer votre confort, de réduire vos consommations énergétiques. C'est tout ce qui va passer notamment par l'isolation des logements, l'isolation des bureaux, l'isolation des chantiers. Ça va passer par des solutions peut-être technologiques, par exemple utiliser des ampoules LED plutôt que des néons pour l'éclairage. Ça va passer par des solutions technologiques comme le chauffage, par exemple les pompes à chaleur, l'utilisation de pompes à chaleur pour se chauffer, se chauffer également sur les chantiers. Voilà, donc l'idée, ça va être un peu tout ça, de peut-être s'appuyer sur la technologie pour diminuer ses consommations d'énergie sans pour autant réduire son confort. Et en fait, réduire son confort, ça va être après, a posteriori, dans ce qu'on appelle la sobriété, qui va être de réduire son besoin énergétique. Alors, souvent, c'est la chose la plus compliquée à faire, mais c'est celle qui a évidemment le plus d'impact pour réduire ses consommations énergétiques. C'est simplement l'idée d'utiliser moins d'énergie, de réduire ses besoins, que ce soit en termes d'éclairage, en termes de chauffage, en termes de transport, afin d'économiser l'énergie, afin de moins consommer et derrière de faire des économies d'énergie. Alors, ça peut être, par exemple, typiquement, mettre en place des détecteurs de mouvement au lieu d'éclairer continuellement. Ça peut être de réduire d'1 degré le chauffage qui, en général, alors en moyenne, ça permet de réduire d'1 degré son chauffage, ça permet de réduire à peu près 15% sa consommation d'énergie liée au chauffage, par exemple. Alors, on va retrouver un petit peu ces enjeux au niveau des transports, puisque dans les transports, on va retrouver un peu le côté renouvelable de réduction de sa dépendance aux énergies fossiles, peut-être en changeant sa flotte, en essayant de commencer une transition écologique, peut-être de sa flotte de véhicules, en ne perdant pas de vue que d'ici 2035, la réglementation a imposé l'arrêt des véhicules thermiques. Donc, peut-être que commencer à passer aux véhicules électriques, c'est une bonne solution pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre.
pour réduire son impact sur les ressources fossiles, et puis également peut-être pour anticiper les réglementations dans le futur. Donc, l'idée ici, ça va être peut-être, en plus de ça, d'utiliser des transports bas carbone. Alors, qu'est-ce que j'entends par transport bas carbone? C'est-à-dire peut-être préférer pour vos déplacements le train, les déplacements professionnels, j'entends le train, les transports en commun, peut-être le covoiturage, plutôt que l'avion, plutôt que la route systématiquement. L'idée, c'est peut-être de préférer sur un chantier aller voilà, faire du covoiturage et faire quelque chose, se déplacer en groupe plutôt que chacun utilise sa propre voiture parce que c'est plus pratique. Ce n'est pas ça l'idée. Ça va être également de faire attention au niveau du fret. Au niveau du fret, de diminuer, de raccourcir ses trajets quand c'est possible, donc c'est-à-dire essayer de se fournir localement. Et finalement, d'utiliser, pareil, des transports qui vont être un peu moins consommateurs en termes de gaz à effet de serre, qui vont émettre un peu moins de gaz à effet de serre. Typiquement, quand vous avez besoin de vous fournir en matériaux qui viennent de loin, préférer le cargo plutôt que la route, ça permet de réduire considérablement ces gaz à effet de serre, ces émissions de gaz à effet de serre pour son entreprise. Alors, Bon, juste avant, je voulais, petite remarque, si tu peux revenir sur la slide juste avant. Oui. Voilà. Peut-être deux échanges de bonnes pratiques que j'ai entendus sur le terrain. Tu parlais de covoiturage, j'ai entendu parler de co-camionnage. Voilà, c'est peut-être rare, mais ça existe. Donc des adhérents qui se mettent en commun des camions pour aller livrer leur chantier. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point sur diminuer, raccourcir ces trajets, c'est aussi peut-être de favoriser les approvisionnements sur des circuits courts. J'entends, aujourd'hui, on a des problèmes d'approvisionnement. Il y a des ruptures de produits, etc. Donc, c'est une vraie problématique sur le terrain. De favoriser peut-être des fournisseurs locaux, quand il y en a, bien sûr, voilà, d'essayer de favoriser le local. Ça fait travailler le territoire plutôt que d'aller chercher des fournisseurs habituels et nationaux. Donc, c'est peut-être de réfléchir aussi à d'autres nouvelles solutions, nouveaux parcours d'approvisionnement. Complètement. Favoriser les circuits courts, ça rentre complètement dans ces diminutions des impacts pour le transport notamment. Et puis, en plus, ça fait vivre le territoire, ça fait vivre les commerces, les entreprises locales, etc. C'est que du positif en général. Alors oui, donc le troisième aspect important, c'est la réduction des déchets du BTP. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que le BTP, c'est l'un des secteurs en France qui produit le plus de déchets. L'idée en termes de RSE, ça va être de valoriser au maximum ces déchets. Alors, il y a la réglementation, la dernière loi sur la transition énergétique qui avait déjà fixé comme objectif pour chaque entreprise du BTP de valoriser au moins 70% des déchets de chantier et puis d'établir que chaque entreprise est responsable de ses propres déchets jusqu'à sa valorisation finale. Et donc, l'idée, ça va peut-être être de valoriser au maximum ces déchets de manière à soit les recycler, les recommercialiser, pourquoi pas, ou les valoriser d'une autre manière, par exemple, sur les gravats inertes des chantiers, ça peut très bien faire des très bons remblais de carrière. Et ça a des impacts derrière positifs pour l'environnement de réutiliser ces déchets. Alors, l'idée, ça va être, dans un premier temps pour vous, peut-être de mettre en place, si ce n'est pas déjà fait, le tri et de mettre un contrôle sur le tri de vos déchets, d'accentuer ces procédures-là afin de trier à minimum les déchets inertes, les déchets non inertes et puis les déchets dangereux. Et derrière, potentiellement de faire appel à des sociétés de revalorisation des déchets ou de traitement des déchets qui vont s'occuper du stockage, de la transformation et de la recommercialisation, de la revalorisation derrière. En termes… pardon, excusez-moi. Tac. Donc, comme on l'a vu, il y a plein de moyens d'agir au niveau de l'environnement dans le monde du BTP, que ce soit en agissant sur son impact climatique, que ce soit en agissant sur ses transports, que ce soit en agissant sur le tri. Il y a quelque chose dont je ne vous ai pas non plus parlé, mais qui peut être très important, notamment en termes de climat, en termes de ressources, c'est l'éco-conception. C'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler. Aujourd'hui, il y a plein de secteurs tournés autour de l'éco-conception qui sont en plein boom.
si j'ose dire. Par exemple, peut-être que vous avez déjà entendu parler du ciment bas carbone, de type les ciments Hoffman, qui permettent aux acteurs de la construction de parfois réduire de 35 à 50% les émissions de gaz à effet de serre de leur chantier. Donc, il y a plein de solutions comme ça, même dans les services que vous proposez. Un impact, une action RSE, ça peut être de proposer des services qui vont proposer des matériaux un peu éco-responsables, par exemple développer le chanvre, développer les pailles comme matériaux, les terres. Quand on parle de peinture, peut-être utiliser des peintures recyclées. Ça peut être voilà, des actions potentielles pour réduire son impact environnemental. Et puis, un autre aspect dont on n'a pas forcément parlé, mais qui peut être très important, notamment pour construire un petit peu le monde de demain et de se différencier peut-être des autres en termes d'environnement, c'est la végétalisation des infrastructures qui a de multiples propriétés, aussi bien en termes d'économie d'énergie, puisque ça apporte de l'isolation, ça permet de réduire les impacts de certains aléas climatiques comme les canicules en été. Et puis, évidemment, ça permet de développer également la biodiversité. Et donc, c'est quelque chose qui peut être mis en avant, alors aussi bien en interne qu'aussi bien en externe. Donc, à la fois dans les services que vous proposez et à la fois dans les constructions que vous réalisez. Alors, au niveau des avantages, au-delà de l'aspect éthique, de l'aspect environnemental, de l'aspect écologique, quels sont les avantages pour votre entreprise? Eh bien, là encore, vous allez avoir potentiellement des gains économiques qui vont être liés, alors, tout d'abord, aux économies d'énergie que vous allez faire, parce que si vous consommez moins pour votre chauffage, si vous consommez moins pour votre éclairage, si vous avez une meilleure gestion de votre flotte de carburant peut-être, ou que vous anticipez des pénuries de matériaux en l'occurrence, vous allez potentiellement vous distinguer par des gains économiques plutôt que si vous n'aviez pas agi. Vous allez également avoir beaucoup d'avantages en termes d'image de marque. Encore une fois, alors on en parlait tout à l'heure, ça vous distinguer sur le marché du recrutement. Être aujourd'hui montré qu'on a des actions, qu'on a mis en place des actions en termes environnementaux, c'est quelque chose qui est de plus en plus apprécié par les demandeurs d'emploi sur le secteur. Et puis, c'est quelque chose qui est de plus en plus apprécié par vos clients. L'idée, comme je le disais tout à l'heure, c'était que la RSE, ce n'est pas quelque chose de forcé, c'est quelque chose de volontaire. Et alors, à l'échelle des petites entreprises, pardon, il va peut-être pas forcément y avoir de réglementation au niveau environnemental, ou alors peut-être moins que dans les autres entreprises, mais potentiellement vos partenaires, vos clients, vos fournisseurs, eux-mêmes vont être tenus à certaines réglementations et donc vont avoir envie vont être tenus d'être en collaboration, d'être en partenariat avec des entreprises qui vont elles-mêmes respecter ces réglementations. Donc, on peut être forcé un petit peu par intérim, j'ai envie de dire, indirectement, à se conformer aux exigences environnementales. Ça peut vous permettre à la fois de vous ouvrir des marchés en vous différenciant de la concurrence et en proposant de nouvelles offres. Et ça va vous permettre aussi de ne pas vous enfermer puisque c'est une réglementation, c'est des réglementations, c'est des exigences des partenaires qui évoluent de plus en plus et qui a particulièrement accéléré, notamment depuis cet été avec la pression climatique qui s'est accentuée et puis les pénuries de matériaux, alors qui sont aussi liés à la guerre en Ukraine, enfin, c'est un ensemble un peu environnemental. Donc, voilà, donc des multiples avantages, évidemment une meilleure maîtrise de vos risques environnementaux, des pollutions que vous allez des potentiels rejets que va avoir votre entreprise, de mieux maîtriser tout ça, et puis une meilleure conformité à la réglementation, aussi bien pour vos partenaires qu'aussi bien pour vous-même. Ça peut être par exemple d'éviter certaines taxes carbone, certaines taxes de pollueurs, etc. Donc, encore une fois, et ça peut même vous ouvrir de nouvelles, des aides, pourquoi pas, de nouveaux marchés, toujours dans cette logique d'une meilleure image, d'une meilleure responsabilisation vis-à-vis de l'environnement.
Alors, c'est fini également pour cette partie. Est-ce que peut-être il y avait des questions sur cette partie un peu plus dense peut-être? C'est des choses sur lesquelles vous souhaitez revenir? Il n'y a pas de nouvelles questions. C'est vrai que c'est un sujet qui est déjà un peu plus réglementé dans le secteur du bâtiment, depuis notamment la loi AGEC, qui impose pour le secteur du bâtiment, entre autres, de recycler ses matériaux et surtout aussi d'avoir une ligne sur le devis. Donc, ça impose d'avoir à la fois les volumes prévus de déchets, de matériaux, de stipuler le lieu où seront déposés ces déchets et le coût éventuel de ces déchets. Juste pour rappel. Très bien. Si tout est clair, c'est parfait. Alors, l'idée maintenant, c'était de passer à la troisième et avant-dernière partie qui va correspondre un petit peu aux enjeux sociétaux pour vos entreprises, aux enjeux économiques. Alors, c'est quelque chose qui est très large et qui va regrouper plein d'aspects différents en termes de RSE, aussi bien la loyauté des pratiques donc dans les contrats, aussi bien avec les relations que vous allez entretenir avec vos clients, aussi bien avec quelque chose d'un peu plus global, avec l'impact que vous allez avoir sur les territoires, sur l'ensemble de vos partenaires, sur toutes les actions solidaires que vous pouvez effectuer. Alors, l'idée ici, ça va être principalement de se concentrer peut-être sur la loyauté des pratiques, donc l'aspect contrat et l'aspect derrière client, donc l'aspect peut-être satisfaction des clients. Voilà, toutes les questions qui vont être relatives aux clients, aux consommateurs. Alors, en termes d'économie, il est important pour limiter les bonnes pratiques, enfin, pour encourager les bonnes pratiques dans les affaires, d'avoir en arrière-pensée la prévention de la corruption. C'est quelque chose qui est de plus en plus demandé par les entreprises. Et puis, c'est un gage d'honnêteté pour vous, pour votre entreprise. Alors, ça peut passer par des contrôles de conformité des contrats, de la sensibilisation, de la formation de vos collaborateurs à ce type de contrat, avec toujours pour objectif que toutes les interactions que vous allez avoir, en tout cas par contrat ou par partenariat, ce soit fait sur une base de légale, une base transparente, sans surprise, et puis qui soit admise par les deux parties. Alors, l'idée, c'est de mettre en avant, peut-être par un code de conduite, peut-être par des systèmes de sensibilisation un peu régulière des employés à ce sujet-là, d'un dispositif d'alerte, peut-être en interne également. Ça peut aussi passer typiquement par la délégation de la vérification de vos comptes à une entreprise tierce, une entreprise qui est hors de vous, qui n'a peut-être rien à voir avec vos activités. Ça peut être valorisé comme un gage de confiance, un gage d'honnêteté dans vos pratiques et un gage anti-corruption à la fois en interne pour vos équipes qui vont avoir confiance en vous et à la fois pour tous vos partenaires, pour l'ensemble de vos partenaires. Enfin, pour les questions relatives aux clients, prendre en compte l'avis de ses clients et avoir des bonnes relations avec ses clients, c'est primordial, notamment également dans la RSE. Donc, par les produits et les services vendus, en fait, une entreprise a des obligations vis-à-vis de ses clients, des obligations de protection, de santé et de sécurité, de consommation durable, de résolution des conflits et d'éducation, sensibilisation. Donc, l'idée de la protection de la santé et de la sécurité, ça va être de concevoir ou utiliser des produits qui vont correspondre aux exigences réglementaires pour votre secteur d'activité. Ça va être également de communiquer sur les dangers potentiels qui vont être liés à vos chantiers, qui vont être liés à la construction, et puis d'avoir une capacité de réaction, de vérification en cas de produits déficients, en cas de produits déficients pour le coup, en cas de problème dans un chantier, de pouvoir réparer systématiquement les constructions qui peuvent être dangereuses ou déficientes. En termes de consommation durable, on va retrouver un petit peu l'éducation, on va retrouver un petit peu l'économie circulaire, l'éducation du consommateur, du client
à tous ces enjeux-là, aux services que vous proposez, que ce soit en termes de climat, végétalisation, déchets, etc. Et puis, essayer d'inciter les clients à travers vos actions à une consommation un peu plus raisonnée, vraiment à favoriser cette prise en compte de l'environnement dans vos interactions. L'idée derrière de résolution des conflits, c'est celle d'être en possibilité dans vos interactions avec les clients de prendre en compte leur avis et de pouvoir disposer d'un véritable service après-vente. Alors, concrètement, ça peut être simplement une personne qui est chargée de temps en temps, qui met des plages horaires pour organiser un service après-vente. Ça peut être la mise en place d'un numéro particulier pour vos clients dès qu'il y a réclamation, dès qu'il y a litige, pour le coup, pour résoudre ces conflits. Et derrière, la mise en place de procédures, de systèmes dans lesquels vous allez être pertinent, vous allez pouvoir y répondre de manière efficace à ces problèmes-là. Et puis enfin, en termes d'éducation, sensibilisation, vous allez avoir, encore une fois, par exemple, le fait d'avoir des bonnes consignes sur, pourquoi pas, les produits que vous vendez, sur les installations que vous allez mettre en place, que les consignes soient claires, potentiellement en plusieurs langues pour qu'elles soient accessibles au plus grand nombre, que vos locaux, par exemple, pour vos showrooms, qu'elles soient accessibles aux handicapés. Et puis derrière, ça va être plus largement l'idée de sensibiliser vos collaborateurs à vos valeurs et à vos actions RSE, à tout ce que vous aurez mis en place au niveau de la société, enfin, concernant la RSE. Alors, encore une fois, les avantages ils sont un peu plus, peut-être un peu plus intuitifs que pour les deux précédents piliers. Donc, évidemment, un client satisfait, si vous avez bien pu répondre à leurs attentes, si vous avez pu, en cas de problème, vous ouvrir, répondre à ce problème-là, avoir été en capacité de réparer éventuellement tout souci. Ils vont avoir envie de retravailler avec vous, ça va les fidéliser. Et puis, ça va également améliorer votre image de marque. C'est-à-dire que derrière, ils vont avoir envie de vous relayer sur leur propre réseau. Par exemple, une entreprise avec qui veut mettre en avant ses propres valeurs RSE peut mettre en avant vos valeurs RSE. Et puis, tout ce que vous avez fait pour l'entreprise, ça leur donner envie de vous mettre en avant sur leur propre réseau. Évidemment, on a aussi tout ce qui va être maîtrise des risques, notamment ceux qui sont liés à la corruption. Si vous avez mis en place des procédures pour ça, ça va être un gage d'honnêteté pour les entreprises qui vont avoir peut-être un peu plus envie de faire des transactions avec vous. Et puis, enfin, évidemment, donc, la conformité aux exigences des nouveaux clients, des prospects, des demandes entrantes. Vous allez être beaucoup plus efficace dans toutes vos relations clients. Est-ce qu'il y avait encore des questions avant de passer? Alors, je suis passé un petit peu plus vite sur l'aspect économique. Est-ce qu'il y avait des questions, notamment peut-être sur tout ce qu'on peut faire par rapport aux clients ou sur tout ce qui va être à l'extérieur de l'entreprise, c'est-à-dire sur les territoires, sur les services publics, etc., que je n'ai pas abordé? Pas de questions, Titouan, donc ça doit être clair. Pas de questions? Non. Ok, très bien. Continuez. Bon. Donc, dans une dernière partie, l'idée, c'était, une fois qu'on a mis en place, qu'on s'est préoccupé de tous ces sujets-là et qu'on a mis en place des véritables actions RSE dans votre entreprise, qu'on a mis en place des choses pour répondre à tous ces enjeux-là, comment communiquer sur ces actions? Alors, la manière la plus classique de formaliser ces plans d'action, ça va être de le faire à travers ce qu'on appelle une charte RSE, qui est un document qu'on va publier sur son site Internet, sur ses réseaux sociaux, qui va avoir pour objectif de reprendre un petit peu toutes les catégories qu'on a vues précédemment, afin d'y intégrer, de communiquer sur les actions que vous avez mises en place. Alors, bon, là, c'est écrit en petit, mais ça peut être, par exemple, ici, vous voyez, dans énergie, sur la deuxième bande, nous installons des ampoules LED pour réduire nos consommations d'électricité. Ça peut être de communiquer là-dessus sur les actions que vous avez déjà faites. Et ça peut être également
de communiquer sur les perspectives que vous avez, sur les projets RSE que vous avez sur le long terme. Alors, ça peut être typiquement en 2030 de passer 100% votre flotte en véhicules électriques. Ça peut être également rentré dans votre charte RSE. L'idée également, ça va être ça va être de communiquer sur ce que vous avez fait en interne. Ça peut également être de communiquer sur ce que fait également votre réseau. C'est-à-dire si vous avez des partenaires qui ont des valeurs, si vous avez un réseau qui a des valeurs, par exemple de solidarité, etc., ça peut être mis en avant au sein de votre charte RSE sous la forme « nous faisons partie d'un réseau qui a des actions sociétales ». Alors, peut-être M. Gonzalez avait quelque chose à… Ouais, Voilà. c'est exactement ça. Juste pour parler du cas Synertiel, je vais citer deux actions RSE que nous avons menées. À long terme, on est partenaire de l'AFM Téléthon. On œuvre pour cette association depuis pas mal de temps. On mène des actions de solidarité, un projet actuel de financement de véhicules adaptés pour accueillir et transporter des enfants malades et leurs parents vers des lieux d'accueil. Entre autres, voilà, c'est le sujet actuel, mais il y a plein d'autres actions sur le sujet. On a mené également durant l'année un événement qu'on appelait Solidarité Planète, qui était un événement de tri et de récolte de déchets. Voilà, donc ce sont effectivement des actions, des opérations qui sont menées au sein du réseau Synertiel, mais sur lesquelles nos adhérents contribuent, puisqu'ils viennent avec nous voilà, sur les lieux pour ramasser les déchets. Ils participent aussi au financement du véhicule. Ils font parfois des dons volontaires suite à des parrainages. Donc tout ça sont des actions qui sont effectivement effectuées au sein du réseau Synertiel. Pour autant, ils peuvent, comme ils y contribuent, ils peuvent communiquer très bien sur cette démarche, sur la charte, sur leur site internet, sur leurs réseaux sociaux. C'est une façon à la fois de valoriser, c'est vrai, le réseau Synertiel auquel ils appartiennent, mais c'est toujours plus valorisant de communiquer sur un réseau qui fait des choses, qui s'engage, pour lequel le professionnel est adhérent, que ne pas communiquer du tout sur le sujet. Donc voilà, c'était juste pour faire le lien par rapport à ce que vous étiez en train de dire. Effectivement, si on a des adhérents qui souhaitent communiquer sur les démarches RSE réalisées par le réseau Synertiel, c'est bien sûr une très bonne chose pour tout le monde. Voilà. C'est ça. Et puis, ça marche également dans les deux sens. C'est-à-dire que si vous avez mis en place des actions RSE, vos partenaires, j'imagine, ne vont pas se priver pour montrer qu'ils ont travaillé avec vous, avec une entreprise qui est porteuse de valeurs, qui est porteuse, je ne sais pas, par exemple, de services particuliers, que ce soit en termes d'environnement, sociétal ou social. Et puis, c'est quelque chose qui est très recherché par les entreprises. Aujourd'hui, si vous avez des valeurs, si vous les avez bien mises en avant, que ce soit à travers la charte RSE ou à travers la proposition de vos services, ou que vous communiquez régulièrement ces actions sur les réseaux sociaux, vos clients, vos partenaires, vous mettre en avant et mettre en avant qu'ils travaillent avec vous, ça va à la fois vous valoriser et les valoriser. Donc, c'est quelque chose qui se fait presque automatiquement. Et donc, c'est un peu la même idée, notamment lorsqu'on parle de son réseau qui est justement solidaire, ou lorsqu'on parle de son réseau de Synertiel et qu'on communique sur ses aspects RSE pour sa propre entreprise. Alors, au-delà de la charte RSE, il y a d'autres moyens de communiquer sur ces actions. Ça peut être de publier certains indicateurs RSE. Par exemple, si vous avez fait un bilan carbone, de publier votre bilan carbone. Si vous avez mis en place une charte de management ou un code de conduite pour vos collaborateurs, ça peut être également de le publier sur votre site internet, de montrer, en fait, de valoriser toutes les actions RSE que vous faites. Alors, évidemment, ce qu'il faut à tout prix éviter quand on fait ça, et quand on fait une charte RSE également, c'est tout ce qui va s'apparenter un peu au greenwashing, c'est de dire qu'on fait des choses qu'on ne fait pas. Ou c'est-à-dire de valoriser, dire qu'on a un énorme impact environnemental,
alors qu'en fait, pas du tout. Donc, c'est-à-dire se valoriser sur des choses qui vont être, qui vont être fausses. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre en avant ce qu'on a fait et ce qu'on prévoit de faire, mais en bonne foi, évidemment. Et puis, donc, pour les méthodes de communication, il y a des méthodes classiques, donc par les réseaux sociaux, de relayer, que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook, etc. Toutes les petites actions que vous pouvez faire au quotidien, de le rappeler, de rappeler ce que vous avez mis en place dans votre entreprise. Ça peut passer également par les newsletters. Et puis, d'encourager, encore une fois, les partenaires à mettre en avant les projets auxquels vous participez. Alors, simplement, pour un petit peu conclure sur toute cette grande séquence, donc on a vu que la RSE, c'est quelque chose qui est très, très large. On a vu les 3 piliers. Le pilier, simplement, tout le volet social, c'est des problématiques qui sont très larges, des possibilités pour votre entreprise qui sont vraiment multiples. Le pilier environnemental, encore plus. Le pilier sociétal, encore plus. Et donc, si vous vous sentez un peu perdu par rapport à ça, une première étape, avant de se lancer dans des plans d'action un petit peu au hasard, ça peut être de faire un diagnostic RSE, par exemple, pour voir un petit peu quels peuvent être les enjeux principaux pour votre entreprise quand elle veut formaliser une charte RSE, quand il veut formaliser un plan d'action RSE, voilà, et de voir un petit peu quelles vont être les actions les plus pertinentes pour votre entreprise. Parce que, évidemment, c'est difficile de travailler à la fois sur le volet social, à la fois sur le volet environnemental, à la fois sur le volet sociétal. Il y en a qui y arrivent, mais dans un premier temps, il va plutôt être intéressant pour vous de commencer par des petites actions, ou alors par des grands principes, pour montrer que vous vous intéressez à la RSE et que vous commencez réellement à vous impliquer sur ces sujets-là. Alors, donc, ouais, dans tous les cas, ça vous apportait ça vous apportait dans tous les cas, pardon, des avantages en termes d'image, que ce soit, et ce sera bénéfique à la fois pour le recrutement et à la fois pour vos partenaires, pour trouver des nouveaux marchés, pour ne pas vous enfermer. Ça va être une occasion d'améliorer ses performances économiques. La plupart des études là-dessus tourne autour du chiffre 13%. En fait, une entreprise qui met en place des actions RSE et qui met en place une politique RSE, en général, elle est à peu près 13% plus performante que celle qui n'en fait pas. Alors, c'est un chiffre qui est débattable et qui va s'adapter à chaque contexte d'entreprise. Mais la RSE, c'est également un levier de différenciation, un levier d'efficacité et un levier d'éthique, finalement, dans la pratique des affaires et dans la pratique de vos activités, y compris le BTP. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait à peu près le tour. J'ai une question d'un adhérent qui parle d'embauche d'un apprenti en reconversion professionnelle. Est-ce que cela peut être considéré comme une action RSE? Alors, a priori, j'aurais tendance à dire que pas vraiment. Pour le coup, en reconversion professionnelle, alors ça peut le faire si c'est quelque chose qui est un peu plus systématisé. Le faire peut-être sur un one-shot, ça peut être mis en avant, mais ça ne va pas être quelque chose qui va avoir un impact particulier pour vos entreprises ou pour vos clients, pour vos partenaires. C'est peut-être une action qui est peut-être un peu faible. Alors, ça peut être une première action, c'est sûr. Si, par exemple, vous engagez beaucoup de personnes qui vont être en reconversion, ça peut être un axe RSE sur lequel travailler. Une seule personne, peut-être que ça va être un peu limite. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Après, ça va dépendre aussi, dans tous les cas, de votre contexte d'entreprise et voilà, je ne sais pas combien vous êtes dans l'entreprise, je ne sais pas comment vous avez fait ce recrutement-là, etc. Question, est-ce que la RSE va devenir obligatoire? Alors, pour certaines grandes entreprises, notamment celles de plus de 500 salariés, il est obligatoire de mettre en place certaines réglementations et d'avoir une transparence vis-à-vis des actions RSE qu'ils font. C'est quelque chose qui est en train de se développer. Est-ce que ça va devenir obligatoire? Pour le coup, pas forcément, parce que la RSE, c'est quelque chose de très large.
de très complexe. Comme on l'a vu, en fait, il y a plein de sujets et de parfois qui peuvent être contradictoires, en fait. Simplement, typiquement, vous pouvez avoir des choses qui peuvent être débattables. Et en fait, quand on parle d'éthique, tout de suite, c'est quelque chose qui peut être un peu contradictoire. Typiquement, un exemple un peu concret, vous pouvez mettre en place une action RSE en, je sais pas, en favorisant l'esprit d'équipe, mettons, en permettant à vos salariés de faire une pause, je sais pas quand c'est, samedi à 16 heures pour aller voir le match de Coupe du Monde de la France. Ça peut être un truc qui peut s'inscrire dans le social et ça peut être considéré comme une action RSE pour renforcer les liens et cohésion d'équipe. Ça peut être attractif pour les nouvelles personnes qui veulent être dans votre entreprise. Mais d'un autre côté, sur le volet environnemental et sur le volet sociétal, ça peut être une bonne pratique RSE également de dire que vous encouragez le boycott de la Coupe du Monde au Qatar pour des raisons environnementales, pour des raisons des droits de l'homme. Donc, typiquement, voilà, en fait, la RSE, c'est quelque chose qui va être encouragé, je pense, qui va être de plus en plus présent pour les entreprises, mais ce n'est pas quelque chose de figé, ce n'est pas quelque chose de vraiment réglementé. Il n'y a pas de normes certifiantes. Aujourd'hui, en RSE, personne ne peut dire je suis certifié RSE. Il y a certaines entreprises qui proposent de donner des notes en RSE. Il existe plusieurs types de certifications dans plusieurs domaines, que ce soit environnemental, que ce soit social, sociétal. Mais pour le coup, c'est quelque chose qui a toujours existé et je ne pense pas que ça va devenir obligatoire malgré le fait qu'il va y avoir des contraintes individuellement dans chacun des grands piliers qui va se renforcer. Je ne sais pas si j'ai été clair. Oui, très clair. Très clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui arrivent? Je n'ai pas l'impression. Non. Eh bien, merci en tout cas, Titouan, pour ces explications. Je ne sais pas si vous voulez faire une petite phrase de conclusion avant de terminer la séance. Je n'en avais pas prévu, écoutez. Non, simplement que la RSE, alors ça ne va pas devenir obligatoire, mais c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Et c'est essentiel, en tout cas, de s'y intéresser, pas forcément de s'y conformer absolument ou que ce soit obligatoire, etc., mais de s'y intéresser et de mettre en avant, de communiquer sur les valeurs de son entreprise, quelles qu'elles soient. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui peut apporter que du positif. C'est rarement un investissement à perdre, d'autant plus qu'on est dans un monde qui évolue, où les pressions environnementales s'accélèrent, pression sociale, sociétale, c'est quelque chose qui est de plus en plus d'actualité, de plus en plus commenté, regardé. Et donc, dans tous les cas, alors voilà, quand on est une entreprise du BTP, ça peut aussi se faire à différentes échelles. Et l'idée, c'est vraiment, dans un premier temps, sans pour autant entrer dans une grosse stratégie RSE, de peut-être mettre des petites actions par-ci, par-là, de communiquer dessus. C'est déjà des choses qui sont très positives, qui sont valorisables, à la fois pour vous et à la fois pour le monde durable qu'on aura en 2050. C'est un peu ce que je retiens finalement aussi pour conclure, hein, c'est que la RSE aujourd'hui, elle n'est pas obligatoire. Ce qui n'est pas obligatoire crée peut-être une opportunité pour les entreprises, notamment les petites entreprises du bâtiment qui ont besoin de se différencier. On a entendu que à la fois les clients sont de plus attentifs à ces problématiques sociétales et environnementales, que les salariés sont également plus attentifs à ces problématiques-là, les fournisseurs, bref, tout l'écosystème finalement du bâtiment, et que rentrer le plus rapidement possible dans des actions assez simples de RSE, comme des actions de solidarité, comme des actions de bien-être au travail, comme des actions en faveur de l'environnement, en bien gérant ses déchets, par exemple, et surtout en communiquant sur ces actions-là, vont permettre à l'entreprise, au chef d'entreprise, d'être beaucoup plus attractif, plus visible et avoir une meilleure notoriété, une plus belle notoriété sur son marché. Et donc, c'est un élément différenciant et concurrentiel. Voilà, c'est un peu la conclusion que je voulais vous donner. On a besoin aujourd'hui de se démarquer de plus en plus. C'est une façon plutôt noble, éthique de se différencier.
Et je trouve qu'en fait, il ne faut pas s'en priver. Voilà, sans rentrer dans des grandes effectivement, procédures, stratégies, etc. Mener des actions simples et surtout mettre en lien vos collaborateurs avec ces sujets-là vont permettre de fédérer vos collaborateurs autour d'un sujet qui va les tenir à cœur et vous permettre en plus voilà, d'être plus compétitifs et de progresser tous ensemble. C'était un peu le mot de la fin. Merci encore, Titouan. J'espère qu'on a pu répondre à quelques-unes de vos questions que vous posiez sur le RSE. Je vous souhaite une très belle soirée et vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles aventures, en tout cas de nouvelles webinaires ciel.